Les sociétés de classification. Le milieu maritime regorge d'acteurs et d'activités diverses, formant un écosystème complexe et interdépendant. Un des rouages indispensables à cet écosystème est le navire, véritable monstre des mers dont dépendent des enjeux économiques et écologiques considérables. Ils doivent répondre à des standards stricts afin d'éviter des catastrophes écologiques comme l'Erika, humaines comme l'Estonia et économiques. Mais d'où viennent ces sociétés de classification? Elles trouvent leur source dans la taverne londonienne d'Edward Lloyd au XVIIe siècle. C'est dans ce lieu que se réunissent les marins et assureurs maritimes. Ils ont voulu s'appuyer sur des critères précis pour évaluer la fiabilité des navires, dans le but d'établir une assurance en conséquence. C'est donc au sein de cette taverne que s'est tenu le Lloyd's Register Book, où les navires commerciaux étaient classés selon leur fiabilité et solidité. Aujourd'hui, si les méthodes ont changé, la tâche reste similaire. Les sociétés de classification, contactées par l'armateur, examinent les navires selon des standards et normes techniques pour lui attribuer une classe. Il y a cependant de nouveaux enjeux auxquels les sociétés de classification doivent faire face. Les problématiques environnementales et l'apparition de nouvelles technologies sont aujourd'hui à prendre en compte, en considérant les nouveaux moyens de propulsion, les nouveaux modes de consommation d'énergie, ou encore l'autonomisation des navires. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, les sociétés de classification ont une place prépondérante dans le monde maritime, en tant que garant de la sécurité maritime. Comment s'articulent les activités des sociétés de classification? L'action de classification est un contrat privé entre la société et l'armateur. S'il est facultatif pour ce dernier, dans la pratique, la classe est un élément indispensable qui va servir d'indicateur de qualité et de confiance pour les autres acteurs dont les activités dépendent du navire, assureurs, banquiers, affréteurs et j'en passe. La classe attribuée dépend de différents critères mis en place par les sociétés de classification dans un règlement de classe. Dans ce règlement, chaque société y intègre les standards qu'elle souhaite pour contrôler le navire, allant de sa construction jusqu'à sa fin de vie. Les contrôles sont réguliers et la classe doit être renouvelée au minimum une fois par an. Parmi les critères contrôlés, on retrouve les plans, les matériaux utilisés, la stabilité, la coque ou encore les machines. Une fois le contrôle effectué, une cote de 1 à 3, 3 étant la meilleure, lui sera attribuée avec les certificats de sécurité correspondants. Le navire sera ainsi réputé conforme au règlement de classe. Cela n'a toutefois aucune valeur absolue, comme l'a rappelé la Cour de cassation. Il ne s'agit que d'une présomption de conformité du navire au regard du règlement de classe. Donc, la navigabilité du navire n'est pas forcément garantie du simple fait que celui-ci ait une note de classe satisfaisante. Cependant, il n'existe pas de convention internationale relative aux standards devant être intégrée dans les règlements de classe. Cela laisse à certaines sociétés la possibilité d'être peu regardantes et octroyer des bonnes cotes à des navires sous-normés. Ces pratiques fallacieuses sont cependant contrebalancées par des classements des sociétés de classification des plus fiables aux moins fiables. Un classement est par exemple effectué dans le cadre du Memorandum of Understanding de Paris. Dans le but de garantir une efficacité de leur activité, les 12 sociétés de classification les plus fiables sont regroupées au sein de l'Association internationale des sociétés de classification, ou IACS en anglais. Le rôle de l'association est d'établir des règles harmonisées pour contrôler les navires, de leur conception à leur fin de vie. L'association veille également à ce que les membres répondent chacun aux règles et conditions prévues par le système qualité. Les membres de l'IACS sont réputés pour leur grande expertise et ont le titre de Recognized Organization, RO. Ce titre est octroyé grâce à une habilitation déléguée par l'État. Cette autorisation permet aux RO d'exercer la mission de certification à la place de l'État. Par exemple, c'est le cas de Bureau Veritas en France. L'habilitation est maintenue tant que la société de classification respecte les normes françaises. Cela est vérifié à l'aide de contrôles réguliers. Les 12 membres de l'IACS classent 90% du tonnage mondial et participent au processus normatif dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, OMI. Enfin, ces RO vont être amenés à effectuer leur deuxième activité principale, la certification des navires. Dans l'article 94 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est à l'État du pavillon de s'assurer que ces navires sont en accord avec les normes nationales et internationales. Il délivre ainsi les titres de sécurité, c'est la certification du navire. Là où la classification se rapporte plus à la sécurité et fiabilité du navire, la certification s'attache à la sécurité et sûreté des personnes, ainsi qu'à la prévention des dommages environnementaux. Toutefois, les États du pavillon vont parfois déléguer cette mission à une société de classification, pour des raisons de rapidité des demandes ou du fait de la grande expertise des RO. La société est alors chargée d'une mission de service public, la certification. Contrairement à la classification, elle ne crée aucun lien contractuel entre la société et tout autre acteur. Qu'en est-il de la responsabilité des sociétés de classification?
Dans le cas où la société exerce une mission de certification déléguée par l'État du pavillon, c'est la responsabilité de cet État qui sera engagée en cas de défaillance. Cependant, l'État du pavillon a le droit à une indemnisation de la part de la société si celle-ci a commis une faute ou une négligence à ses obligations, causant un naufrage. C'est disposé dans la directive 2009-15 de l'Union européenne. Cette indemnisation sera toutefois limitée à un plafond de réparation de 2 à 4 millions d'euros selon le type de dommage. Dans le cadre des missions de certification, les sociétés bénéficient également de l'immunité juridictionnelle de l'État délégataire. En cas de litige avec un ressortissant d'un autre État, la société ne pourra être jugée pour sa faute que devant les juridictions de l'État du pavillon. Ce fut notamment le cas dans l'affaire Prestige. En droit français, dans le cadre des missions de classification, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent. La société engagera sa responsabilité extra-contractuelle en l'absence de contrat. Toutefois, dans le cas d'un contrat passé avec un armateur ou propriétaire, la société a une obligation de moyens et pourra avoir sa responsabilité contractuelle engagée si elle a commis une négligence lors de l'application de son règlement de classe, comme ce fut le cas dans l'affaire Estonia par exemple. Il est fréquent que les sociétés intègrent dans leur contrat des clauses aménageant leur responsabilité. Cela peut être des clauses limitatives ou de non-responsabilité. Celles-ci permettent de réduire ou de dégager la responsabilité de la société pour des fautes légères, mais pas pour des fautes lourdes ou dolosives. En France, cette responsabilité contractuelle peut se superposer à une responsabilité délictuelle auprès de tiers qui prouverait un lien de causalité entre un préjudice subi et la faute de la société. Cela a été illustré avec l'Erika suite aux pollutions des côtes bretonnes par des marées noires. Enfin, il existe des cas où la responsabilité pénale de la société ou ses dirigeants peuvent être retenus. Ce fut le cas par exemple lors de l'affaire de l'Erika avec la responsabilité du dirigeant du bureau RINA. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.